Alors, bonjour. Merci d'avoir répondu à cette sollicitation pour cette conférence. Donc, la section PASTEF Nouvelle-Aquitaine, par ma voix, vous remercie d'avoir répondu si nombreux à ce débat que nous voulons vraiment comme un échange vivant sur ce thème des APE aux enjeux ô combien importants pour nos pays aujourd'hui. Donc nous remercions le professeur Jacques Berthelot qui a répondu sans condition à notre invitation. Nous remercions également le docteur Abdourahmane Ndiaye également d'avoir accepté généreusement d'être notre modérateur. Donc je vais sans tarder introduire le docteur Abdourahmane Ndiaye pour débuter cette conférence. Vous aurez ensuite l'opportunité d'interagir avec les deux, notamment le professeur Jacques Berthelot et le docteur Abdourahmane Ndiaye. Bonne conférence. Bonjour à tous. Écoutez, moi je ne vais pas être très long. Je présenterai simplement Jacques Berthelot, que je considère comme un des plus grands lanceurs d'alerte contemporains, avec qui j'ai le plaisir d'avoir travaillé, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, sur des questions qui nous intéressent aujourd'hui, mais plus largement sur des questions liées aux agricultures paysannes en Afrique de manière générale. Comme l'objectif premier, aussi bien de l'accord de l'APE régional que des APE intérimaires, et d'aller vers, de faciliter l'intégration régionale de la CEDEAO, bon, ben, ça ne va pas marcher, puisque évidemment, donc, ce sont ces deux accords intérimaires qui vont devenir donc, des accords permanents, puisque l'APE régionale, c'est plus la peine d'en parler, même si les autorités continuent à en parler. Ils feignent de croire que... Alors, je ne connais pas encore trop leur réaction depuis le 9 avril. Oui, depuis le 9 avril, où le Nigeria a dit qu'il ne signerait pas. Bon, il a confirmé ce qu'il avait toujours dit. Bon, on ne sait pas trop, la CEDEAO, bon, vous avez sans doute plus d'écho que moi, on n'a pas l'impression qu'ils se sont bougés beaucoup depuis ça. On n'a pas convoqué une réunion extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO pour prendre acte de ces problèmes. Bon, voilà. Et donc... alors, mais à cette désintégration donc, qui va se passer, s'ajoute une autre. S'ajoute le problème de la zone de libre-échange continentale. Donc signé le 21 mars à Kigali, dans lequel donc, tous les États qui ont signé, bon, parmi lesquels 13 États de l'Afrique de l'Ouest, il y a que le Nigeria, la Guinée, et je ne sais plus trop la troisième, c'est peut-être la Sierra Leone, je crois, n'ont pas signé. Bon. En signant, ils se sont engagés donc à libéraliser 90% de ce qu'ils vont importer du reste de l'Afrique. Alors, bon, à ce niveau-là, il y a dans les 5 communautés économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, il y a des positions différentes. Donc, dans les communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Est, de la SADC et de l'ESA, c'est-à-dire les 4 pays du COMESA qui ont fait un accord un APE, donc, donc, dans lequel il y a le Zimbabwe, l'île Maurice, les Seychelles, et puis le 4e, je ne me rappelle plus. Bon. Donc, ces 3 États, c'est dans ces 3 APE, ils ont donc les textes de ces APE prévoient que la clause dite de la nation la plus favorisée oblige la clause de la nation la plus favorisée, donc dans les textes des APE intérimaires du Ghana et de Côte d'Ivoire, veut dire que tous les avantages consentis à d'autres partenaires commerciaux réalisant plus de 1,5% du PIB commercial mondial, donc ces avantages devront être appliqués à l'Union européenne. Bon, il se trouve que l'Afrique dans son ensemble, la zone continentale couvre tous les pays d'Afrique, donc l'Afrique dans son ensemble donc, a réalisé en 2016
2,2% des importations mondiales et 3,2% des exportations mondiales de marchandises. Hein. Bon, donc ça dépasse les 1,5%. Ça veut dire que, l'ouverture de 90% du marché de la Côte d'Ivoire et du Ghana, donc consenti à la SLEC, devra être aussi appliquée à l'Union européenne. L'Union européenne demande que lui soit appliquée, donc c'est dans les textes des APE intérimaires que cette clause de NPF, donc la nation la plus favorisée, fait qu'elle doit bénéficier donc des avantages que ces deux pays auront consentis donc à d'autres grands partenaires, parmi lesquels donc l'Afrique, l'ensemble des pays d'Afrique. Donc ça veut dire que, alors qu'ils se sont engagés dans les APE intérimaires à libéraliser 76% de leurs importations de l'Union européenne, l'Union européenne va dire « Ah non, vous êtes obligé de libéraliser 90%, puisque vous devez m'appliquer donc le même avantage que vous avez consenti. » Pour le moment, c'est un avantage virtuel, puisque la SLEC n'est pas encore opérationnelle. Hein, mais bon, d'après ce qui se dit, ça pourrait devenir opérationnel d'ici 2 ans, hein, le début de mise en place. Bon, moi, j'y crois pas, mais bon, enfin... En tout cas, le pire, si vous voulez, c'est que dans les textes des deux APE sur la clause, dit la clause donc, de la nation la plus favorisée, il n'est pas précisé, il n'est pas indiqué que ces avantages consentis doivent devenir effectifs, qu'on peut les contrôler. Bon, donc même si la SLEC a du mal à se mettre en place, le seul fait qu'on n'exige pas qu'il y ait un contrôle, qu'effectivement les importations ont été libéralisées à hauteur de 90%, bon, voilà, ça fait que l'Union européenne peut se prévaloir de ça, quoi, voilà. Et l'Union européenne, évidemment, se réjouit énormément de la SLEC, dont elle a financé les préparatifs et dont, à la suite le 23 ou le 22, peut-être même mars, donc le lendemain de la signature, 3 commissaires de l'Union européenne, et non des moindres, c'est-à-dire la vice-présidente de l'Union européenne chargée des affaires étrangères, la vice-présidente, non, la commissaire chargée de la coopération et du développement, et bien sûr la commissaire chargée du commerce, Cecilia Malmström, ont signé une lettre commune au président de la SLEC pour leur dire que l'Union européenne les remerciait, se félicitait et continuerait à accompagner le processus de mise en place de la SLEC. Voilà, bon. Donc les choses sont claires, hein, l'Union européenne, elle est très contente donc, de ces résultats, et je ne suis pas tout à fait sûr que Abdourahmane donc, est bien perçu. Il y a peut-être une ambiguïté à lever là. Je crois que les APE ne sont qu'une porte, enfin disons, vont faciliter la SLEC, enfin vont faciliter l'ouverture. Et les multinationales dans la SLEC, c'est un peu disons, les chefs d'État sont vraiment conseillés par de mauvais économistes, et notamment le scandale, c'est qu'ils sont conseillés par les économistes de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, mais aussi par la CNUSED. Hein, c'est un scandale, quoi. Bon, la CNUSED qui avait été créée, donc, premier sommet en 84, donc justement pour faire pièce au GATT, pour essayer de reconfigurer les relations Nord-Sud au profit plutôt du Sud. Bon, et là, la CNUSED est devenue à la limite plus libre-échangiste que l'OMC, quoi. Hein, parce qu'au moins, à l'OMC, il y a des règles, même si elles sont violées par les États occidentaux. Mais bon, dans la CNUSED, donc, bon, c'est très triste de voir ça. Et donc, voilà où on en est. Et donc en fait, j'ai fait un papier que j'ai diffusé hier, que vous pouvez je l'avais fait dès le lendemain de la signature, le 10 avril, après que le Nigeria ait confirmé qu'il ne signerait pas la PE Afrique de l'Ouest. Je l'ai envoyé à plusieurs journaux, bon, ils ne l'ont pas publié, donc je l'ai mis sur le site de mon ONG, la SOL, et il va être aussi disponible sur le site de bilaterals.org, là, donc, qui répercute beaucoup d'informations. Voilà, donc, vraiment, là, disons, il est temps de remuer vraiment le fer dans la plaie, bon, et d'alerter les chefs d'État, bon, d'abord les ONG, les députés, etc., pour leur dire, donc, bon, on va à la catastrophe, et ceux qui vont payer le prix le plus élevé, c'est ceux qui pensaient tirer, c'est les Ivoiriens et les Ghanéens, quoi, parce qu'ils vont perdre beaucoup plus d'argent en ayant signé les APE et signé la SLEC qu'ils ne l'auraient fait s'ils avaient refusé de signer les APE
et de signer la SLEC. Et donc construit, parce que la SLEC, c'est vraiment, enfin on y reviendra dans les débats là, mais c'est un processus tout à fait prématuré, quoi. Comment peut-on vouloir réaliser, donc supprimer les droits de douane entre les 55 États de l'Afrique, alors qu'on n'a pas déjà consolidé les communautés économiques régionales, hein. Bon, voilà, donc bon, je vais m'arrêter là comme processus introductif, hein. Bon. Eh bien, merci Jacques pour cette plus qu'une introduction, pour avoir campé le débat sur les enjeux. L'enjeu principal a été dit, c'est-à-dire que si les APE étaient signés alors que le processus de mise en place de la zone de libre-échange continentale n'était pas terminé, il est à craindre que celui-ci ne se fera jamais. Ou en tout cas, il serait vidé de sa signification, de sa substance. Alors qu'on signerait quelque chose qui finalement n'apporterait absolument rien aux Africains. Parce que vous avez bien compris, l'idée, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'un pays d'Afrique de l'Ouest a plus de mal à commercer avec un autre pays d'Afrique de l'Ouest qu'il ne peut le faire avec les pays européens ou, en tout cas, en dehors de l'Afrique. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et la zone de libre-échange continentale aurait, entre autres, comme objectif de réduire, voire de supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires au sein de la communauté. Bien sûr, Jacques a raison de dire qu'avant d'aller vers la zone de libre-échange continentale, il faut d'abord arriver à travailler au niveau régional dans les communautés économiques régionales, c'est-à-dire dans les serres. Et aujourd'hui, dans les serres, on n'est pas encore arrivé à un niveau d'élaboration satisfaisant qui permettrait, bien sûr, de mettre à profit les avantages et les gains que pourrait apporter la SLEC. Donc on est effectivement devant ce dilemme qui n'est pas forcément quelque chose de facile à résoudre. Mais Jacques, moi j'ai une première question pour relancer un petit peu la discussion. C'est que les accords de partenariat économique, leur philosophie, c'est un accès aux ressources pour les pays de l'Union européenne contre un accès au marché pour les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Or, l'on sait, tu l'as dit en filigrane, mais on sait que la plupart des marchandises qui sont exportées par les pays ACP vers l'Union européenne ne sont pas transformées, ou sont très peu transformées. Autrement dit, n'apportent que très peu de valeur ajoutée aux pays qui envoient, qui exportent ces marchandises. Donc, une des questions fondamentales, au-delà du commerce, c'est comment on augmente la valeur ajoutée au sein des communautés économiques régionales, de manière à ce que le commerce avec le reste du monde soit un gain plus qu'une dévitalisation en fait, des économies. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que... Alors, ce n'est pas le débat, mais que ce soit l'Union européenne ou que ce soit les BRICS, les pays émergents, comme on les appelle, le résultat sera le même, parce que les pays africains ne transforment pas suffisamment, donc ne créent pas suffisamment de valeur ajoutée, et ne créent pas suffisamment d'emplois, finalement, autour de ces ressources. Sortir de cette approche extractiviste qui consiste simplement à extraire les matières premières et à les exporter, et penser à une transformation. Donc la première question, c'est celle-là. Est-ce qu'on ne devrait pas exiger que l'on sorte de ce carcan d'accès aux ressources, parce que finalement, ça revient à une sorte de pillage des ressources des pays africains, sans que ceux-ci ne puissent vraiment accéder au marché de l'Union européenne, ou alors quand ils accèdent au marché des pays de l'Union européenne, les gains sont trop minces, quoi. Alors, c'est ça. Non, c'est l'autre. Donc, oui.
Alors, c'est bien vrai. Hein. Bon, l'Union européenne, bon, dans tous ses accords de libre-échange, donc pas simplement avec les pays ACP, elle cherche avant tout, évidemment, à conquérir des marchés, et des marchés donc pour ses produits transformés. Et elle cherche en même temps, effectivement, à pouvoir assurer la pérennité de son approvisionnement en matières premières à zéro droit de douane. Bon. Donc, et alors, le fait est que effectivement, en Afrique de l'Ouest, donc, je vais prendre le cas notamment des pays ACP, dont le Sénégal. Hein, 12 États sur 16 sont des pays ACP. Il y en a un autre, un 13e, le Cap-Vert, qui n'est pas un pays, un PMA, mais qui bénéficie d'un statut vis-à-vis du régime douanier de l'Union européenne assez semblable, qui est celui donc du système des préférences généralisées plus, qui fait que ces droits de douane donc à payer à l'Union européenne sont très faibles. Bon. Et donc lorsque en 2001 l'Union européenne a créé, elle avait créé le système des préférences généralisées pour l'ensemble des pays en développement en 1971. Dans ce système, les pays, donc tous les pays en développement, qu'ils soient PMA ou pas, bénéficient d'un droit de douane réduit par rapport au système payé par les pays non préférentiels, que l'on appelle le système justement de la nation la plus favorisée, les droits NPF. Le SPG, donc les droits du SPG sont inférieurs d'un tiers pour la partie ad valorem de ces droits, c'est-à-dire un pourcentage du prix CAF à l'importation. Alors que le système des PMA a été créé en 2001, c'est-à-dire un an après le début de l'accord de Cotonou, en 2001. Donc, l'Union européenne a créé un sous-système du SPG spécial pour les pays les moins avancés. Bon, mais c'est un système qui a été dénoncé d'ailleurs dans un communiqué commun de mai 2001 par la Via Campesina et l'Europa. Un communiqué commun en disant que l'avantage prétendu accordé au PMA de pouvoir donc exporter sans droit de douane et sans quota, sans limite quantitative, tous leurs produits, sauf les armes, vers l'Union européenne était un accord de dupes. Parce que ça incitait, et c'est ce qu'on a observé, ça incitait les PMA à privilégier les exportations vers les pays, les matières premières demandées par l'Union européenne, au lieu de concentrer leurs ressources agricoles et leurs ressources humaines, etc., financières, sur l'amélioration de l'indépendance alimentaire, sur plus de sécurité alimentaire. Et de fait, on constate que les produits exportés par les PMA d'Afrique de l'Ouest, s'ils bénéficiaient pas du régime PMA, ne paieraient pratiquement pas de douane parce qu'ils n'exportent que des produits qui sont peu transformés. Et même les produits transformés comme, par exemple, je sais pas, les mangues séchées, etc., ne payent, ou bien les ananas séchés, etc., ne payent pas de droit de douane, même pour les pays non PMA. Donc, voilà. Donc, et on a constaté aussi que disons donc, à part peut-être le Bangladesh, qui lui bénéficie effectivement de pouvoir exporter les produits, les produits des vêtements, etc., sans droit de douane, pour les pays d'Afrique de l'Ouest qui exportent très peu de produits textiles, de vêtements, etc., donc ça n'apporte pas vraiment ça a plutôt eu un effet négatif. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, il est évident que, oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Union européenne, non seulement a des droits de douane très importants pour ses produits alimentaires de base. Les produits alimentaires de base que sont les produits laitiers, les viandes, la plupart des céréales, le sucre, ont des droits de douane très supérieurs dans l'Union européenne à ceux de l'ensemble de l'Afrique. Le droit de douane sur la poudre de lait, par exemple, dans l'Union européenne, il est de 70% à peu près. Mais au droit de douane, l'OMC, c'est intéressant, en 2012, elle a dit, si on veut compter l'impact total des droits de douane, il faut ajouter aux droits de douane l'équivalent tarifaire des subventions accordées par les pays
Et on constate que dans l'Union européenne, comme vous le savez, il n'y aurait plus d'agriculture s'il n'y avait pas des subventions massives. Hein. L'essentiel des revenus des paysans, disons, donc, européens provient des subventions, hein, y compris pour les produits laitiers. Bon. Et donc, pour lesquels il y a une crise. Mais la crise n'est pas du tout liée dans l'Union européenne. Les crises du lait n'est pas liée du tout à l'absence de droits de douane. L'Union européenne a les droits de douane parmi les plus élevés au monde sur les produits laitiers, que ce soit la poudre, le beurre, bon, le fromage, etc. Bon. Donc, et sur la poudre de lait, si vous ajoutez les droits de douane, l'équivalent tarifaire total est de l'ordre de 80%. Sur le beurre, il est de... Non, sur le lait condensé, qui n'est pas de la poudre, mais le lait condensé en boîte, Nestlé, compagnie sucrée, tout ça, il est de 98%. Vous voyez. Bon, donc, et on pourrait la même chose. Donc, l'Union européenne, donc, elle impose l'ouverture des marchés, y compris sur les produits agricoles. Donc, le droit de douane sur les céréales en dehors du riz, mais l'Union européenne n'exporte pas de riz, elle est importatrice. Et sur les céréales, va passer de 5 à 0 dès le début de la libéralisation, aussi bien dans les APE intérimaires du Ghana et de la Côte d'Ivoire que ce qui était prévu dans l'APE d'Afrique de l'Ouest. Bon. Donc, tu as raison de dire que l'Union européenne, donc, donc, son objectif, c'est de s'ouvrir des marchés pour ses produits transformés. Elle a refusé d'écrire, il n'y a aucun article dans tous ces accords de libre-échange, y compris dans les APE, sur les subventions de l'Union européenne, sur les subventions internes. Elle s'est engagée à supprimer ces subventions à l'exportation. Hein. Elle a réitéré notamment à la conférence ministérielle de Nairobi en décembre 2015. Mais l'Union européenne a toujours refusé de débattre des subventions internes, en disant les subventions internes, ce n'est pas des subventions à l'exportation, donc il n'y a pas d'effet de dumping. Bon, là, j'élargis un peu à ta réponse, mais bon. Mais, d'accord. Bon. Mais il est évident que bon, un enfant, peut-être pas les vôtres, parce qu'ils sont peut-être encore un peu plus petits, mais lorsqu'ils auront 8-10 ans, ils vont comprendre que vous subventionnez les produits au niveau de l'exportateur ou en amont au niveau du producteur. Le résultat, c'est que vous l'exportez à un prix très inférieur au coût de production. Et pour l'importateur africain, que les produits soient subventionnés au niveau de l'exportateur ou en amont au producteur, le résultat, c'est qu'il a été abaissé très en dessous du coût de production. Et que donc, c'est du dumping dont souffrent ces agriculteurs. Hein. Voilà. Bon. Merci Jacques. Une deuxième question et après, je vous laisse aussi la possibilité d'en poser. On peut même aller encore, on peut même aller encore plus loin par rapport à la démonstration que tu viens de nous faire. Parce que, comme tu le sais, les produits de base agricoles, enfin alimentaires de l'Union européenne sont aussi subventionnés par le consommateur final. D'accord ? Quand vous achetez une brique de lait, sur le prix que vous payez, il y a une partie qui constitue une sorte de subvention que vous allez faire, puisque ce prix est supérieur à ce qu'il aurait dû être si on laissait jouer le marché, comme ils disent, la concurrence libre et non faussée. Sauf qu'on impose cette sorte de surcoût, de surprix, pour finalement accompagner les agriculteurs et non pas, comme il vient de le dire, les agricultures. Et je voulais que tu nous rappelles rapidement ici les différentes boîtes qui sont utilisées par l'Union européenne pour expliquer l'opportunité et la pertinence de l'allocation de ces subventions, notamment boîte verte, boîte d'or, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment fonctionne ce mécanisme? Alors, c'est sûr. Bon, alors, ça nous ramène donc disons, aux règles de l'accord sur l'agriculture, donc de l'OMC. L'OMC est donc rentré en vigueur le 1er janvier 1995, après avoir été signé à Marrakech en juillet 2014 par 135 États, dont les États d'Afrique représentés par l'île Maurice, qui a dit qu'il avait signé les accords de l'OMC la tête sur le bio, c'est-à-dire en attendant qu'on vienne lui couper la tête. Hein, sur la tête. Oui, bon.
Bon, et donc, parce qu'à l'OMC, tous les accords doivent être signés par consensus. Donc, tous les États doivent accepter donc, de signer, ou alors ils sortent de l'OMC. Hein, bon. Ou alors les accords ne sont pas signés du tout, quoi. Enfin, un certain accord n'est pas signé, mais il faut un consensus. Bon. Alors, évidemment, le consensus est influencé par des pressions multiples et variées. Bon, d'accord. Alors, donc, dans l'accord sur l'agriculture, il faut bien comprendre que l'accord sur l'agriculture, il a été essentiellement négocié en face à face entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc le cycle de l'Uruguay, ou l'Uruguay Round, bon, a commencé en 86 et s'est terminé donc fin 93, signé officiellement en 94 et mis en œuvre à partir de 95. Bon, alors comment cela est-il arrivé? C'est-à-dire qu'avant 86, avant que le cycle de l'Uruguay ne commence, bon, donc les accords, l'accord sur la, enfin disons, donc c'était le GATT, donc le système général sur les tarifs et les droits, le règlement général sur les tarifs et les droits de douane qui datait de 1947, qui régissait les relations commerciales et aussi l'analyse, le règlement des différends entre les différents membres du GATT. Bon. Alors, le GATT avait très bien compris, très rapidement, malgré que l'objectif du GATT était évidemment de libéraliser les échanges de toutes les marchandises, il avait très bien compris qu'on ne pouvait pas l'appliquer à l'agriculture. C'est-à-dire que les articles du GATT sont rédigés de façon à s'appliquer à l'ensemble des marchandises, mais il y a eu des exceptions très rapidement pour les produits agricoles, donc on n'appliquait pas les règles du GATT, parce qu'on avait très bien compris que contrairement aux automobiles ou à la pâte dentifrice ou n'importe quel autre produit manufacturé non agricole, et notamment non alimentaire, eh bien, le marché ne peut pas s'autoréguler. Le marché international, hein, comme le marché intérieur, bon, il ne peut pas s'autoréguler pour les produits alimentaires. Pourquoi? Ben, ce n'est pas parce que les prix des produits alimentaires vont baisser fortement que les gens vont, du moins dans nos pays, au nord de la Méditerranée, disons dans les pays développés, les gens ne vont pas se lever la nuit pour faire un repas supplémentaire. Hein. Bon, ce n'est pas parce que les produits donc, alimentaires de base, leur prix baisse qu'on va consommer plus. Et ce n'est pas parce que les prix alimentaires de base, leur prix augmente qu'on va non plus cesser de manger. Hein. On va restreindre les dépenses moins vitales pour pouvoir quand même assouvir donc, le besoin alimentaire de base, le besoin plutôt vital par excellence qu'est l'alimentation. Donc les marchés agricoles ne peuvent pas s'autoréguler. Et on avait compris ça dans tous les pays depuis les pharaons, où tous les États ont toujours appliqué des règles spécifiques pour assurer un minimum de sécurité alimentaire, donc en intervenant au niveau à la frontière par des droits de douane, à l'importation ou éventuellement à l'exportation, et aussi par des politiques de stockage au niveau intérieur. De façon donc, puisque c'est la demande donc, qui est relativement stable, la demande des produits alimentaires est relativement stable à court terme, hein. Évidemment avec la hausse de la population ça augmente, mais les besoins par tête augmentent lentement, et tandis que l'offre évidemment elle est assujettie à des aléas climatiques. Hein, et les aléas climatiques, on a vu que ça a intervenu très fortement dans les crises qui se sont produites, les crises notamment aux États-Unis, hein, etc., les crises de la baisse des rendements en maïs ou autres. Bon, et c'est ça qui a créé les problèmes. Alors, lié aussi pour la crise de 2007-2008 à l'aberration d'avoir consacré une part croissante des produits alimentaires, des céréales notamment, à faire des biocarburants, hein, des agrocarburants. Bon. Mais à part ça, donc, les produits alimentaires de base ne peuvent pas... plutôt la demande est stable et l'offre varie selon les aléas climatiques et d'autres aléas comme les agrocarburants. Mais on sait très bien, en plus, que les aléas climatiques vont s'aggraver. Hein, avec le changement climatique et notamment particulièrement en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique subsaharienne et particulièrement au Sénégal et au Soudan, d'après les projections du groupe d'experts du GIEC, là, donc ça devrait être particulièrement difficile pour un produit comme le Sénégal. Bon. Donc il est évident qu'il faut une politique agricole donc, pour réguler les prix, donc, au niveau de la rémunération des agriculteurs
mais aussi pour réguler les prix au niveau des consommateurs. Bon. Alors, le problème de pourquoi on a changé les règles de l'OMC, c'est que par rapport au régime du GATT, c'est que ça a été changé dans la foulée du changement des politiques agricoles des États-Unis et de l'Union européenne. Et ils ont changé les règles. Pourquoi? D'après la définition du GATT, la définition du dumping par le GATT. Le GATT dit qu'il n'y a pas de dumping tant que vous exportez au prix du marché intérieur. Donc si vous exportez donc au prix du marché intérieur, que ce soit le blé, la poudre de lait ou tout ce que vous voudrez, donc il n'y a pas de dumping. Et donc ils se sont dit, bon, puisque c'est ça la définition du dumping, eh bien on va baisser les prix agricoles intérieurs consentis aux agriculteurs, enfin c'est notamment ça joue surtout pour les produits agricoles, on va baisser les prix agricoles intérieurs et on va les compenser par des subventions aux producteurs pour qu'ils acceptent donc d'avoir moins de prix, mais de maintenir le revenu grâce à des subventions. Et donc c'est comme ça donc on a changé la politique agricole à partir de 92 dans l'Union européenne, c'est-à-dire à la fin du processus de négociation de l'accord sur l'agriculture au sein de l'OMC. Et on a changé parallèlement aussi le Farm Bill à peu près au même moment en réduisant. Donc dans l'Union européenne, on a réduit les prix minimum garantis appelés prix d'intervention. Et aux États-Unis, on a baissé le loan rate, qui est aussi un prix minimum garanti. Bon. Et donc c'est à partir de là donc qu'on a commencé donc parce que avant c'est vrai que avant 92 et même déjà ça continuait, mais l'essentiel, disons, il y avait une surproduction dans l'Union européenne, hein, une surproduction notamment de céréales, mais aussi de produits laitiers, etc. Et donc, on était obligé de les liquider en faisant de fortes subventions à l'exportation, hein, bon, de ce qu'on appelle les restitutions. Et donc, comme il y a eu une protestation, y compris au sein du GATT, contre ces subventions à l'exportation, donc les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de changer en disant donc on ne va plus subventionner les exportations, mais on va subventionner les producteurs en amont. Et on va, comme c'était eux qui définissaient les règles du GATT, ils ont créé donc ces 4 boîtes là différentes, donc en disant que bon, les exportations à restitution, donc il fallait les condamner à terme, donc on les a mis dans la boîte rouge. Les subventions qui étaient, disons, liées au niveau du prix ou au niveau de la production, qu'on appelle les subventions couplées. Donc, on les a mis dans la boîte orange. Donc, les subventions qui étaient fixes dans le temps et qui ne pouvaient pas augmenter, mais pour lesquelles qui étaient accordées en fonction du tonnage produit ou du nombre de vaches, enfin bon, de produites, etc. Donc, c'était les subventions dites de la boîte bleue. Ça, c'était les réformes de 92 et 99 de la PAC. Et puis à partir de 2003, donc, on a dit, bon, eh bien, puisque l'Union européenne continuait à être attaquée sur ses subventions, donc internes, eh bien, on a dit, l'Union européenne s'est dit, donc, eh bien, je vais continuer à accorder les subventions aux agriculteurs sur la base de ce qu'ils ont perçu en subvention notamment de la boîte bleue de 2000 à 2002, mais désormais ils ne seront plus obligés de produire pour toucher ces subventions. Donc tous ceux qui touchaient de fortes subventions de 2000 à 2002 ont continué à les toucher à partir de 2005-2006, on a mis en œuvre ce système, mais ils n'étaient plus obligés de produire. Donc moyennant quoi les agriculteurs qui étaient les plus compétitifs, notamment avec la hausse des prix à partir de 2006, 2007, 2008, etc., ils font partie de la catégorie des agriculteurs 3M, maïs, mer, montagne. C'est-à-dire que les hauts prix du maïs ou du céréal en général leur permettaient de faire des sports d'hiver et de faire donc en même temps d'avoir des chalets en montagne, etc. Vous voyez, bon, donc puisqu'ils touchaient des subventions, c'est toujours le cas, sans être obligés de produire. Hein, et donc parmi les gros bénéficiaires, donc le prince de Monaco, la reine d'Angleterre, le club Manchester United, hein, qui possède aussi des terres en Angleterre, etc. Bon. Donc c'est l'aberration complète, quoi. Donc les agriculteurs, donc ils sont encore aujourd'hui, on a changé, on ne parle plus de DPU,
droit au paiement unique, mais de droit au paiement de base, etc. Bon, mais dans le fond, donc, et dans les projections qui sont faites pour la future PAC, rien ne va changer. L'Union européenne n'accepte pas de considérer que les aides découplées, elle dit, puisque les aides sont découplées, il n'y a pas d'effet de dumping. Bon, déjà, les subventions internes donc, ne sont pas des subventions à l'exportation, donc il n'y a pas d'effet. A fortiori, dit-elle, parce que les aides sont découplées. Bon, voilà où on en est. Et donc, à la conférence ministérielle de Nairobi en 2015, donc, il était décidé qu'enfin, en 2017, à la conférence, non, 2018, non, 2017, pardon, en 2 décembre à Buenos Aires, on devrait quand même trouver une solution à ce système des aides, des subventions internes. Mais l'Union européenne et les États-Unis n'ont absolument pas voulu changer quoi que ce soit, donc ils n'ont pas voulu changer quoi que ce soit, et donc rien n'a été décidé, y compris sur la demande de pays émergents comme l'Inde, qui voulait aussi qu'on règle la question des subventions au stock public de sécurité alimentaire. Ça n'a pas, aucun progrès non plus n'a été fait. Bon, voilà où on en est sur les boîtes. Merci, ça pourrait être très loin de la problématique, mais vous voyez que finalement, ça ne l'est pas vraiment, puisque je disais que les APE, c'était accès au marché contre accès aux ressources, mais en même temps, c'est aussi accès au marché. C'est-à-dire que les producteurs européens prolongent leurs débouchés dans l'espace ACP. Oui. D'accord? Et de cette façon, comme les agriculteurs bénéficient de très fortes subventions, ils peuvent vendre leurs produits sur l'espace ACP à des prix inférieurs à ceux que pourraient développer les agriculteurs de ces pays. Donc vous voyez, la question peut paraître lointaine par rapport à notre problématique du jour, mais finalement, si vous y regardez de plus près, c'est la même question. Parce que les subventions, la politique agricole commune est un de levier de l'Union européenne, comme les APE constituent un autre levier de l'Union européenne avec ses partenaires économiques. Bref, je voulais quand même que Jacques revienne sur cette question. Jacques, peut-être une dernière interrogation rapide, de prospective. On sait que les accords de Cotonou se terminent en 2020. Et nous sommes en train de vouloir signer des nouveaux accords de partenariat. Donc, nous sommes rapidement dans des inconnus par rapport à ce qui pourrait se passer. D'autant plus que l'Union européenne elle-même a changé de nature entre-temps, puisqu'il y a le Brexit. Et on sait qu'il se pourrait que d'autres pays sortent de l'Union. Enfin, la question n'est pas immédiate, mais il se peut. Donc ça pose quand même, ça pose question. Est-ce qu'on peut fonder des accords sur un corpus qui se termine rapidement, alors que les accords, eux, vont durer plus longtemps que ça? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème, justement, de vice de forme dans ce qui va être signé? Je crois que c'est une question qui mérite d'être étudiée assez sérieusement. Avant de donner la parole à Jacques, mais je demanderai s'il y a des questions. Je pense qu'il y aura sûrement beaucoup de questions, et avant de répondre, je préférais qu'on donne largement la parole. Tu as parlé trop, à mon avis, et donc maintenant il faut donner la parole à la salle. Bon, mais vous avez la parole, la salle. Tanku kadu Sénégalais ci bordeaux di leen wane immigré yi doon Sénégal fii